Prend le taureau par les cornes. Bien malheureusement non. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, c'est un budget qui est tout simplement catastrophique. Je donne juste un chiffre. Ah bah oui, on vous dit, c'est un budget de rigueur. Oh là là, on réduit la dépense publique, on fait des économies ici ou là. Mais regardez les chiffres de la Cour des comptes, officielle. La dépense publique, selon ce budget 2025, tenez-vous bien André, elle augmente. Elle augmente. Oui, elle augmente de 41 milliards d'euros. Donc quand on vous dit que ça baisse, c'est un mensonge éhonté. Elle augmente, ce qui veut dire on va avoir au total 1700 milliards d'euros de dépenses publiques en France. Voilà. Ah, fin 2025, vous voulez dire. Fin 2025, dans l'année 2025. Dans l'année 2025. Ça, si tout va bien. Si tout va bien, parce que, évidemment, le gouvernement annonce une croissance de 0,9%. Il a déjà révisé un petit peu à la baisse. Et comme par miracle, il nous dit, mais malgré cela, le déficit public va quand même baisser à 5,4% du PIB. Et là, je vous le dis, c'est du Bruno Le Maire, mais en plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous vous souvenez, ici même, je pense, quand Bruno Le Maire annonçait également 5% de déficit, je vous avais dit, non, on va faire au moins 6%. Effectivement, on a fait même plus de 6% en 2024. Ça sera pareil en 2025. J'ai fait mes calculs très simples. Oui, je suis pas un devin. J'essaie juste de faire des petits calculs. On aurait une croissance de 0,5 à 0,9% dans le meilleur des cas. Je vous ai dit, les dépenses qui continuent d'augmenter, les impôts qui vont un petit peu augmenter, mais surtout en augmentant, ça va casser l'activité économique. Donc on va réduire l'assiette fiscale. Donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales. Donc très clairement, en étant optimiste, André, nous allons avoir un déficit public d'au moins 6% du PIB cette année. Et ce qui est dramatique, c'est que nous sommes d'ores et déjà en 2024, le numéro 1 de la zone euro. Il n'y a pas un pays dans la zone euro qui fait un déficit public supérieur à nous. Je parle même pas des dépenses, là. On est numéro 1 du monde dans les dépenses. Mais sur le déficit public, et donc c'est là, on est la risée du monde, si vous voulez. Regardez, même l'Italie, qu'on jetait aux orties il y a encore quelques mois, l'Italie a réduit son déficit, on est à 3,5% du PIB, et cette année, en 2025, ils ont voté une baisse de 30 milliards d'euros des impôts. Vous voyez, tous les pays du monde sont en train de baisser les impôts, sauf nous, on continue de les augmenter, on va pressuriser les Français, malheureusement, on va tout simplement, on va casser ce peu d'activité que nous avons. On a eu les chiffres la semaine dernière du PIB. Le PIB a baissé au 4e trimestre. Ça va continuer au 1er trimestre 2025. Donc nous sommes dans une récession et nous, on continue d'augmenter les impôts. C'est tout simplement dramatique. Mais alors je comprends pas. Alors ils disent, regardez, effort budgétaire demandé aux collectivités locales qui a été maintenu à 2,2 milliards d'euros. Les coupes dans des budgets de plusieurs ministères qui vont se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois. Alors le budget des sports, oui, il a été sanctuarisé, lui. Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, il y a aussi la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Alors, je voudrais qu'on parle de ça. Oui. Ces contributions exceptionnelles, ces réductions, tout ça, c'est rien. Non, encore une fois, les réductions, c'est par rapport à ce qui était prévu. Ça veut dire, on avait prévu d'augmenter de X%. En fait, finalement, on va augmenter de X moins 0,3%. Donc, ça va quand même augmenter, mais moins que ce qui était prévu. C'est ça. Et quand, effectivement, en contribution à l'augmentation des impôts, encore une fois, ça, c'est le b.a.-ba de l'économie. Vous croyez que tous ces grands groupes vont se laisser faire? Ça, c'est très dangereux. Parce qu'évidemment, mais pas que les grands groupes, parce que, encore une fois, tout le monde va payer plus d'impôts. On dit oui, c'est les grands groupes, mais qui va payer à la fin de la facture? Ce sont évidemment les PME. On dit c'est les plus riches qui vont payer, mais non, c'est tous les Français. Ça va se répercuter. Exactement, c'est ça le drame. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous les projets d'investissement aujourd'hui, je me balade beaucoup en France comme d'habitude, comme vous le savez, dans mes conférences. Je vois ce que me disent les chefs d'entreprise. On arrête nos activités, toutes les carnets de commandes ont été gelés, etc. Donc nous avons un gouvernement qui est hors sol. Disons le mot. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie a quand même dit qu'en France, il fallait baisser la rentabilité des entreprises. Oui, nous avons des sommets historiques de défaillance d'entreprises. Chiffre de la Banque de France, on a quasiment 70 000 défaillances d'entreprises. Même les grandes entreprises sont concernées par les défaillances d'entreprises, donc ça veut dire des faillites, tout simplement. Et on nous dit non, il y a trop de rentabilité, il faut encore la baisser. Encore une fois, on ne parle pas des grands groupes, puisque pour les grands groupes, 80% de leurs profits sont faits à l'étranger. Moi, je vous parle des PME, des TPE françaises. C'est elles qui sont en danger, parce que quand un grand groupe, il n'investit plus en France, tous les fournisseurs, notamment les PME, les petites entreprises, évidemment, n'ont plus d'activité. Et donc ensuite, s'il y a des faillites d'entreprises, qu'est-ce qui se passe? Il y a du chômage. Regardez le chômage, là aussi, les chiffres viennent de sortir il y a quelques jours pour toute l'Union européenne. En France, le taux de chômage a augmenté à 7,8% au mois de décembre, alors qu'on est à 6,3% en moyenne dans la zone euro. On est numéro 5 de toute l'Union européenne en termes de taux de chômage. Et encore, ça c'est le taux de chômage de catégorie A. Si on prend tous les chômeurs, toutes les catégories, on est à 16,5%.
Taux de chômage des jeunes, regardez les moins de 25 ans, on est à 20,4%. On n'arrête pas effectivement de nous dire oui, on fait des aides, etc. ici ou là. Taux de chômage des moins de 25 ans, donc 20,4%, l'un des plus élevés de l'Union européenne. C'est pas sérieux. Et malgré cela, on nous dit non mais tout va bien, le budget est passé, donc ça y est, la France est sauvée. C'est maintenant qu'elle va avoir lieu la sanction. Alors justement, alors regardez, parmi les innovations, ou en tout cas les adoptions d'un budget de 2025, il y a la hausse des frais de notaire, je le donne dans le désordre, le triplement de la taxe des billets d'avion, vous avez vu ça, le malus pour les autos thermiques, encore une fois, malus alourdi, exactement. TVA chaudière qui passe de 5,5 à 10%, taxe sur les transactions financières, et les grandes entreprises, donc le taux passe de 25 à 37%. Et avec tout ça, on n'y arrive pas. Non, parce qu'encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tout ça, ça va casser l'activité économique. Donc, vous savez, c'est ce qu'on n'a pas en première année d'économie. J'ai été prof à la fac pendant pas mal d'années. C'est vrai qu'on dit aux étudiants, vous savez, si vous augmentez les impôts, surtout en France, on est numéro 1 du monde des impôts, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique. Donc, vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, c'est joué d'avance. Là, ils font un calcul incroyable. Ils disent, voilà, on prend une masse de 100, on augmente les impôts de X% et on applique ça au 100. Mais non, parce qu'il va pas avoir 100, il va avoir 90. Parce qu'on va casser l'activité. Donc, on va ponctionner plus, mais, vous voyez, encore une fois, un gâteau plus petit. C'est du b.a.-ba. C'est du bon sens. Comment nos dirigeants, qui sont quand même très intelligents, n'arrivent pas à comprendre cela? Parce que justement, ils ne veulent pas réduire la dépense publique. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans la dépense publique? C'est même pas le social. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Absolument, qui ont vous l'avez dit, de 16%, je le dis à chaque fois. Mais ça, c'est dramatique parce que quand on est un ménage ou une entreprise, eh bien, si on a des difficultés financières, là aussi, c'est du bon sens. On réduit ses dépenses de fonctionnement, on va moins au resto, etc. Là, non. C'est l'inverse. On les augmente davantage. En fait, Bayrou, il fait du Barnier, c'est Barnier, quoi. C'est un peu la même chose. Il va plus loin, parce que, mais encore une fois, moi, ce qui me choque, parce que, encore une fois, on avait soi-disant un gouvernement de centre droit. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, de centre droit, mais le problème, c'est que là, disons-le, c'est un budget très marqué à gauche, pour faire plaisir au PS. On va continuer comme ça à combien de temps? Parce que là, justement, à vouloir faire plaisir à tout le monde, on va faire plaisir à personne. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Parce que les résultats, pour éviter une motion de censure, on est en train de sacrifier finalement l'avenir de la France. Encore une fois, je le répète, la France est le seul pays qui ne tient pas ses engagements et le seul pays à avoir un déficit public aussi élevé. Et donc la sanction, ça ne sera pas la motion de censure. La sanction, ça va être dans quelques semaines, peut-être quelques mois maximum, la dégradation de la note de la France. On va tomber à simple A. Et là, par rapport aux investisseurs étrangers et autres, on sait très bien ce que ça va donner. Même pour les Français, les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va évidemment casser l'activité économique. Et j'ai envie de dire, c'est triste à dire, mais peut-être que c'est ce qu'il nous faut pour qu'on comprenne ce qui est en train de nous arriver. Nous fonçons dans le mur, on y est presque. En fait, c'est atterrissage en crash. Moi, j'aimerais éviter ça. Moi, ça fait 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants français, je leur ai toujours dit, bon, ça serait bien qu'on se réforme dans la douceur, sinon on va le faire dans la douleur. Voilà. Et comme on n'a pas pu le faire dans la douceur, on n'a pas voulu le faire. Peut-être qu'il serait pas mal d'avoir quelques chefs d'entreprise dans ces gouvernements politiques. Oui, non, c'est surtout, encore une fois, du bon sens. Parce qu'il faut également, je dirais, un contact avec le terrain, c'est très important. Bien sûr. Il faut réduire massivement toutes ces dépenses publiques et surtout faire preuve de bon sens. C'est ça qui aujourd'hui est dramatique quand on voit que malheureusement, c'est encore une fois nos petites entreprises, nos PME qui vont souffrir. Mais alors, il y a aussi, je voudrais parler de ça quand même, les auto-entrepreneurs. Nos vont souffrir. De ça quand même. On a eu radio là. On peut dire ce qu'on se mettre. Il est prévu que le projet de budget des auto-entrepreneurs abaisse le seuil de TVA de 37 500 € de chiffre d'affaires annuel à 25 000 €. C'est-à-dire que quelqu'un, il gagne 2 000 € par mois, chiffre d'affaires, pas bénéfice, il va payer la TVA. Mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait une sorte de franchise de TVA, et donc jusqu'à 37 000 €, même 85 000 € pour les activités d'achat-revente, et à ce moment-là, il n'y avait pas d'obligation. Ni de faire payer la TVA au client, ni de la déclarer, donc de la reverser. Parce que la TVA, comment ça se passe? En fait, le consommateur paye ou le client paye, après on reverse ça à l'État. Là, il n'y avait pas besoin de le faire. Donc ce qui veut dire que si maintenant on abaisse le seuil donc à 25 000 € pour tout le monde, donc tout le monde, beaucoup d'auto-entrepreneurs, ça va être la douche froide. Donc soit ils répercutent les 20% de TVA sur les prix de vente,
Oui. Ça veut dire que ils facturent 25 plus euros. Ou alors ils gardent leur même prix, mais ça veut dire que eux vont devoir payer les 20%. Donc dans tous les cas, ça va être compliqué, parce que justement le statut d'auto-entrepreneur. Alors il y avait aussi parfois, disons-le, il y a eu des arnaques aussi. Certains ont créé des entreprises comme ça un petit peu. Enfin, la plupart, honnêtement, ont fait autre chose. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, c'est de la schizophrénie, parce que d'un côté, on veut favoriser justement les auto-entrepreneurs, et puis de l'autre côté, finalement, on est en train de leur dire ah ben non, on va vous empêcher finalement de vous développer. Donc c'est vrai que c'est assez dangereux, mais ça montre encore une fois la panique. C'est comme ils n'ont pas de courage, mais ils n'ont pas le courage de réduire vraiment la dépense. Dites-moi pour d'autres professions, parce que là on dit 37 500 euros pour les auto-entrepreneurs, mais il y a des professions qui ont un chiffre d'affaires qui ne payent pas la TVA pour un chiffre d'affaires supérieur, m'avez-vous dit, Marc Toiti. 85 000 euros pour les activités d'achat-revente de marchandises, 50 000 euros pour les avocats, les artistes, interprètes et les auteurs. Donc, intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc jusqu'à 50 000 euros, les artistes, interprètes, les auteurs et les avocats ne payent pas de TVA. Voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas à récolter ou à réallouer la TVA à l'État. Donc là, évidemment, ils vont devoir le faire. Après, il y a aussi les tracasseries administratives. Ça veut dire que il va falloir récolter la TVA, la reverser à l'État. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper, parce que si vous vous trompez, évidemment, il y a les contrôles qui arrivent et autres. Bon, enfin, c'était pas le but de l'autre entrepreneur, justement. C'était de faciliter justement la création d'entreprises. Je regardais les chiffres, il y a quand même aujourd'hui 2,8 millions d'auto-entrepreneurs en France. Donc ça concerne beaucoup de monde. 2,8 millions, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Vous imaginez, ces 2,8 millions, s'ils font à partir de 25 000 euros, qu'ils le sachent, ils vont devoir payer la TVA. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait la confiance dans ce pays. C'est comme ça qu'on parle de la confiance. Mais pour tout vous dire, voilà, en venant ici, j'ai pris un taxi qui, lui, donc est auto-entrepreneur. Il me l'a dit. Il est au courant. C'est-à-dire que, donc il dit comment on va faire. Donc c'est simple. C'est-à-dire que là, on s'attaque au quotidien, effectivement, des Français. Et c'est ça qui est dommage, que disait Pompidou il y a très longtemps, les 60. Faut arrêter d'emmerder les Français. Exact. Et nous, on n'a toujours pas compris. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que veulent les Français, enfin, au sens large, c'est pas des aides, c'est pas, des dépenses ici ou là. Non, c'est qu'on les laisse vivre, qu'on nous laisse entreprendre, qu'on nous laisse finalement réussir. Mais le drame, c'est que on le voit en France, la réussite n'est pas valorisée, et on n'arrête pas justement de dire, il faut faire payer les riches, etc. Mais je vous rassure, non, je vous inquiète. Malheureusement, à la fin, c'est pas les riches qui payent. Oui, c'est toujours la classe moyenne. Ils vont se débrouiller. La classe moyenne qui s'appauvrit d'année en année. Et ça, c'est quand même le résultat d'une politique dramatique. C'est pas qu'aujourd'hui, ça fait des décennies que ça dure. Et donc, c'est ça qui est très triste. Regardez, tous les pays aujourd'hui du monde sont en train de baisser les impôts. Je parle même pas de Trump qui va baisser l'impôt sur les sociétés à 15%. Attendez, il veut même supprimer l'impôt sur le revenu. Oui, bon, ça, on verra. Ça, c'est autre chose. Mais bon, à la rigueur, mais je pense qu'il faut quand même un petit peu d'impôt. Ils vont presque trop loin, les Américains. Pareil sur les dépenses publiques, ils sont à 37% du PIB, ils veulent encore les descendre. Nous, on est à 57% et on veut encore les augmenter. Vous avez vu ce qu'il a dit à Bernard Arnault. Venez chez nous, là. Mais d'ailleurs, le groupe d'LVMH est déjà aux États-Unis, il faut bien le savoir. Mais ce que je dis par là, c'est que quand vous allez aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, mais il n'y a pas que les Américains. Tous les pays européens, vous prenez le Portugal, vous prenez l'Italie, vous prenez évidemment l'Irlande, mais ça c'est un cas particulier, sont en train de réduire les impôts. Et quand vous faites le comparatif avec ce qui se passe dans l'Union européenne, vous regardez la Bulgarie, etc., des pays comme ça, qui font tout pour attirer les investisseurs étrangers. Restez avec nous, on va faire une petite pause, mais après nous avons des auditeurs, évidemment ça appelle beaucoup Marc Toiti pour entendre cette douce France, cher pays de nos finances. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. L'adoption du budget 2025 en France est un sujet brûlant qui soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir économique du pays. Et Marc Toiti, économiste reconnu, ne manque pas de donner son analyse critique sur la situation. Ce budget, qui s'inscrit dans un contexte de forte inflation, d'endettement public record et de ralentissement économique, repose sur des hypothèses de croissance optimistes qui, selon Toiti, pourraient bien se heurter à la réalité des marchés et de la conjoncture mondiale. Alors que le gouvernement présente ce budget comme un plan de relance et de soutien à la transition écologique et numérique, l'économiste met en garde contre les risques d'un endettement excessif et d'un manque de réformes structurelles. L'un des principaux points d'alerte soulevés par Marc Toiti concerne l'optimisme du gouvernement quant à la croissance du PIB en 2025. L'exécutif table sur une reprise modérée, alimentée par la consommation des ménages et les investissements dans la transition écologique, alors que les signaux économiques montrent une stagnation inquiétante. L'inflation, bien qu'en baisse par rapport au pic atteint en 2022 et 2023, reste un facteur de tension qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français.
Selon Toiti, une croissance durable ne peut pas reposer uniquement sur la consommation intérieure, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt restent élevés et où les entreprises peinent à financer leurs projets. L'économiste insiste sur la nécessité de mesures structurelles pour relancer la compétitivité de la France, notamment par des baisses de charges sur les entreprises et une réforme du marché du travail. Le budget 2025 repose également sur une stratégie de réduction du déficit public, un point qui semble paradoxal au regard des nouvelles dépenses annoncées. Le gouvernement vise un déficit à 4,4% du PIB contre 4,9% en 2024, grâce à une hausse des recettes fiscales et une meilleure maîtrise des dépenses. Pourtant, Marc Toiti met en doute cette trajectoire, arguant que la France continue de dépenser plus qu'elle ne génère de richesses. Avec une dette publique qui dépasse les 110% du PIB, la soutenabilité des finances publiques devient une préoccupation majeure. Pour lui, la seule véritable manière de réduire le déficit passe par une réforme en profondeur des dépenses publiques, notamment en rationalisant les coûts de l'administration et en repensant le système des aides sociales pour éviter les effets d'aubaine. Un autre point crucial du budget 2025 est la transition écologique, avec un renforcement des investissements dans les énergies renouvelables, la rénovation thermique et le développement des transports propres. Si ces mesures sont saluées pour leur ambition, Marc Toiti souligne un risque majeur, celui d'un financement trop dépendant de la dette et de nouvelles taxes. En effet, l'État mise sur une taxation accrue des grandes entreprises et des secteurs jugés polluants pour financer ces investissements. Or, l'économiste avertit que ces politiques risquent de peser sur la compétitivité des entreprises françaises, déjà mises à mal par un coût du travail élevé et une pression fiscale importante. Pour lui, une transition écologique efficace doit s'accompagner d'un cadre fiscal stable et incitatif, plutôt que punitif. Enfin, Marc Toiti s'interroge sur la capacité du gouvernement à tenir ses engagements en matière de réformes structurelles. Si certaines annonces, comme la simplification administrative pour les entreprises et la modernisation des services publics, vont dans le bon sens, elles restent floues dans leur mise en œuvre. L'économiste rappelle que la France souffre d'un problème récurrent, l'accumulation de dépenses publiques sans véritable plan de rationalisation. Il met en garde contre un effet boule de neige où chaque nouveau budget ajoute son lot de dépenses sans régler les déséquilibres de fond. En somme, l'adoption du budget 2025 soulève des enjeux économiques majeurs qui vont bien au-delà des chiffres annoncés. Pour Marc Toiti, ce budget illustre une fois de plus la difficulté de la France à concilier relance économique, réduction du déficit et transition écologique sans tomber dans un excès d'endettement. Si certaines mesures vont dans la bonne direction, l'économiste insiste sur l'urgence de réformes plus ambitieuses pour garantir une croissance pérenne et assainir les finances publiques. L'avenir dira si ce budget permettra réellement de redresser la situation ou s'il ne fera que repousser les problèmes à plus tard.